Bien, bonjour à tous, je vous propose de commencer. Bienvenue à cette deuxième édition des Tech Series, donc une session qu'on consacre plus particulièrement à notre communauté d'experts microstratégie. Je suis Thierry Duval, je serai rejoint dans quelques minutes par Ludivine, nous sommes tous les deux ingénieurs avant-vente. Alors, on est en mode webinar, ce qui veut dire que vos micros sont coupés. Cependant, si vous souhaitez interagir avec nous, vous pouvez utiliser la fonction chat de Zoom, donc le bouton ressemble à ça, et on fera de notre mieux pour vous répondre en direct sur le chat. Donc, cette session des Tech Series, c'est quelque chose que l'on a initié à la fin du mois de novembre, donc on le refait aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de systématiser au cours de l'année 2023 à raison d'une édition tous les 2 mois. Donc, vous pouvez déjà noter la date du prochain, ça sera le 23 mars 2023. On en refera un autre le fin mai. En été, il n'est pas certain qu'une session soit dédiée. On en fera un autre fin septembre, puis fin novembre. Les sujets, comme vous le voyez, ne sont pas encore posés. Ça dépendra de l'actualité MicroStratégie. Ça dépendra aussi des échanges que l'on a avec vous, que l'on a avec nos clients. Et si l'on voit qu'il y a un sujet d'intérêt général qui émerge, eh bien, il pourra faire l'objet d'un Tech Series au cours de l'année. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Update 8. Alors, pour remettre un petit peu les updates en perspective, on a une version 2021 qui est sortie en début d'année 2021. Et par la suite, à chaque trimestre est sorti un nouvel update. Donc le tout dernier, c'est l'Update 8 qui est sorti à la fin du mois de décembre. Donc, comme vous pouvez le noter, il n'y a pas eu, comme dans les années précédentes, de version 2022 ou de version 2023, parce que toutes les innovations produites, toutes les nouveautés, tous les correctifs sont livrés sous forme d'updates successifs. Alors, fondamentalement, la différence entre un update et une montée de version, c'est qu'un update n'impose pas de mise à jour du dictionnaire de métadonnées. Un update, c'est simplement l'ajout, la modification de fichiers logiciels. Donc, on est uniquement au niveau des fichiers, il n'y a pas de modification de structure. Et donc, ce principe a vocation à perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. En tout cas, c'est ce que notre direction produit nous dit. On aura donc un update 9, un update 10, un update 11 jusqu'à la fin 2024. Comme vous le voyez sur le slide, à partir de l'update 4, nos updates sont ce qu'on appelle full platform, c'est-à-dire que la totalité du code est embarquée dans l'update lui-même. Au préalable, on devait procéder en 2 temps. On installait la version de base, donc par exemple la version 2021, et on installait un update par-dessus. À partir de l'update 4, tout le code donc est inclus dans l'update, ce qui veut dire que l'on procède en une seule fois. Il n'y a pas besoin d'installer l'update en 2 itérations. Les updates sont trimestriels pour la partie serveur, les updates sont mensuels pour les interfaces clientes. Alors, quand on parle d'interface cliente, on parle essentiellement de Workstation, la nouvelle console d'administration dont on parlera un petit peu plus tard aujourd'hui. On parle aussi des applications mobiles et, pour certains de nos clients, de l'extension hyperintelligence. Donc, tous ces composants-là sont mis à jour mensuellement. Alors, bien entendu, on incite nos clients, on vous incite en général à être sur le dernier update, pour pouvoir bénéficier des derniers correctifs, pour pouvoir bénéficier des dernières innovations. Alors, cependant, je comprends que le timing des projets, la charge des équipes IT font qu'il n'est pas forcément évident de procéder à 4 applications d'update par an, surtout si des tests de non-régression doivent être faits. Mais je pense que la cadence minimum à respecter, c'est de le faire au moins une fois par an. Alors, plus si c'est possible, mais au moins une fois par an pour ne pas être trop en retard par rapport à l'évolution des stacks techniques MicroStratégie. Alors, bien sûr, ce sujet ne se pose pas pour nos clients MicroStratégie Cloud qui sont de facto toujours dans le dernier update. Donc, pour ce qui est de la visibilité donc, du contenu de chaque update, vous avez 2 moyens très simples d'y accéder. Vous faites une recherche Google et vous tapez MicroStratégie What's New et vous êtes dirigé sur une page qui va vous lister pour chaque update les nouveautés pour les différentes briques de MicroStratégie. Donc, les nouveautés sur les dossiers, portfolio, les nouveautés sur librairie, les nouveautés sur Workstation, les nouveautés sur mobile, sous forme de bullet point. Une autre possibilité, c'est de taper MicroStratégie Blog. Et là, vous aboutissez sur une page qui est administrée par notre R&D, par Tim Lang, qui est notre CTO, qui présente plus ou moins la même chose, mais sous la forme d'articles, en anglais bien sûr, un peu plus agréable à lire que de simples bullet points, articles qui sont souvent agrémentés de courtes vidéos, entre 30 secondes et 2 minutes, qui vont illustrer la fonctionnalité qui est exposée. Donc, soit MicroStratégie What's New,
sur Google, soit MicroStrategy Blog, et vous aboutissez à l'inventaire des nouveautés qui sont publiées dans chaque nouvelle update. Voilà l'agenda que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, on va d'abord parler de librairie. C'est essentiellement sur cette partie-là que se concentre l'innovation MicroStrategy pour la partie web. On va rappeler, un grand nombre d'entre vous n'étaient pas présents au précédent Tech Series, donc on va rappeler pourquoi il est intéressant d'amener les utilisateurs dans l'interface librairie. Et ensuite, on parcourra les différentes nouveautés de l'Update 8, notamment la capacité de créer des portfolios sur la base de modèles, les rapports aussi, la création de rapports arrive dans librairie. On parlera aussi de transactionnels qui font aussi leur apparition dans les rapports dans l'interface librairie pour venir injecter des données ou supprimer des données dans les tables de la source. Et puis, petite nouveauté pour nos clients MicroStrategy Cloud seulement, on a maintenant une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Insights qui permet de personnaliser une page d'accueil. Donc, c'est Ludivine qui vous parlera de tout ça. Et moi, je vous reprendrai à la fin de la session pour vous dire quelques mots sur Workstation, pour là aussi expliquer pourquoi il est intéressant d'amener les administrateurs et les développeurs dans Workstation pour progressivement quitter développeurs. Et je ferai un focus sur la nouvelle console de gestion des packages qui apporte beaucoup de bénéfices par rapport au fonctionnement historique d'Object Manager. Donc, pourquoi amener les utilisateurs dans librairie? Alors, la majeure partie d'entre vous connaissent très bien le portail web historique. Il est là depuis une quinzaine d'années. Il est toujours là, il est toujours supporté, mais il n'évolue plus beaucoup, puisque l'essentiel de l'innovation, c'est donc ce nouveau portail librairie qui existe maintenant depuis quelques années. Il n'y a pas de sujet de licence, puisque les licences que vous détenez pour MicroStrategy Web sont les mêmes que celles que vous pourrez utiliser pour librairie. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. Donc, librairie, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface. C'est une interface qui se veut plus agréable, plus moderne pour les utilisateurs et qui présente les différents rapports, portfolios, documents. Vous pouvez trouver les 3 types de restitution maintenant dans librairie, portfolio, rapport et documents, sous la forme de vignettes visuellement plus faciles à identifier et donc qui proposent le contenu auquel les utilisateurs ont droit. Donc, pour alimenter les librairies, les bibliothèques des utilisateurs, vous avez 2 possibilités. Soit c'est un administrateur qui, avec Workstation, publie dans les librairies des utilisateurs le contenu qui leur est attribué, soit les utilisateurs partent de l'interface web classique que vous connaissez bien et vont alimenter leur propre librairie par ce biais. Un des gros avantages de l'interface librairie, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre les projets. Là, ce que vous avez ici à l'écran, c'est un ensemble de dashboards de rapports qui potentiellement peuvent provenir de multiples projets. Dans l'interface web historique, comme vous le savez, on se connecte, on sélectionne un projet, on clique sur les rapports partagés, on clique sur un répertoire, puis sous un sous-répertoire, et en 5 ou 6 clics, on arrive finalement au rapport qui nous intéresse. Avec librairie, on se connecte et on a immédiatement, en un clic finalement, on a accès à l'ensemble du contenu à notre disposition. Un autre avantage de librairie, c'est ce moteur de recherche que vous avez en haut à droite, qui va rechercher non seulement sur le nom du rapport, le nom du dashboard, mais aussi sur n'importe quel élément qu'il contient. Donc, c'est intéressant lorsque le contenu est relativement abondant, c'est intéressant pour un utilisateur novice qui est à la recherche d'un élément. Par exemple, on sait qu'on est à la recherche d'un certain volume de transactions, on ne sait pas exactement dans quel rapport ça se trouve, donc on utilise le moteur de recherche. On recherche de l'information sur les transactions et au fur et à mesure de la recherche, MicroStrategy va proposer les rapports, les tableaux de bord qui contiennent quelque part une notion de transaction. Donc, soit vous cliquez directement sur le lien bleu pour ouvrir le dashboard en question, soit vous cliquez sur afficher tous les résultats et vous avez la liste des objets qui contiennent la notion de transaction sur laquelle vous pouvez cliquer. Donc, j'ai cliqué sur l'indicateur en question et vous êtes directement amené sur la page en question qui effectivement vous présente ici un certain nombre de transactions sur la page. En plus de ce moteur de recherche, pour organiser le contenu, l'utilisateur dispose de différents critères de tri classique par ordre alphabétique, tri des rapports par date de dernière visualisation, donc pour avoir toujours en haut ceux qui ont été vus dernièrement. Celui-ci a été vu à l'instant, on vient de l'ouvrir, celui-ci a été vu il y a 37 minutes, celui-ci il y a 3 heures, ou bien tri par date de dernière mise à jour.
Alors, comme vous le constatez, dans Librairie, tout est présenté à plat. On n'a pas de structuration en répertoire, sous-répertoire, comme on peut avoir dans l'interface web historique. Il y a cependant le moyen d'organiser le contenu. Plusieurs moyens possibles. En cliquant sur le bouton bleu ici en haut à gauche, chaque utilisateur peut créer des groupes personnalisés, peut regrouper ses contenus à sa guise. Vous avez ici le bouton plus qui permet d'ajouter un groupe. Et par exemple, dans le cas présent, j'ai créé un groupe analyse géographique. J'ai ajouté 2 tableaux de bord. J'ai créé un groupe performance de points de vente, où là j'ai 3 tableaux de bord. Et à partir de la bibliothèque complète, chaque utilisateur peut, avec un clic droit, ajouter un rapport, un tableau de bord, soit un groupe existant, soit créer un nouveau groupe. Donc ça, c'est une première façon de structurer l'information qui est à la main de l'utilisateur. Et si l'utilisateur se connecte aussi sur mobile, il retrouvera ces groupes de la même façon. Une deuxième possibilité, comme on l'a ici, c'est d'avoir des groupes par défaut, qui sont pilotés par un administrateur en centrale. Ça se fait avec Workstation. Un administrateur peut créer un certain nombre de ce qu'on appelle des groupes de contenu, des content groups en anglais, et les attribuer à l'interface librairie. Donc, tous les utilisateurs hériteront des groupes qui ont été ainsi créés. Et puis, il existe une troisième méthode de structurer l'information qui est assez récente, qui est apparue dans l'update 5 ou 6, je crois. C'est le fait de pouvoir basculer entre différentes librairies. Librairie, on peut le conceptualiser, on peut se le représenter comme des espaces de travail. Donc là, je suis dans mon espace de travail par défaut, mais en cliquant sur le personnage qui représente mon compte, je peux basculer sur une autre librairie, par exemple, des rapports de suivi technique de Platform Analytics. Platform Analytics étant l'outil qui produit des statistiques sur l'usage et la consommation sur le serveur MicroStrategy. Donc là, je bascule sur une autre librairie. Donc, j'ai un autre contenu qui m'est proposé. J'ai un autre icône ici, une autre icône d'accueil que j'ai pu personnaliser. J'ai aussi là aussi des groupes par défaut où je peux suivre l'activité de mes utilisateurs, le suivi des incidents, de façon totalement séparée du reste des rapports, du reste des dashboards qui sont plutôt des dashboards métiers. Il est comme ça possible de créer autant de librairies, donc autant d'espaces de travail que souhaité. Et avec la sécurité, avec les ACL, il est possible de limiter certaines applications à certains utilisateurs. Une page d'accueil de librairie, ça peut être aussi beaucoup plus restreint que présenter une suite de vignettes. Ça peut être tout simplement présenter une page d'accueil mono-sujet. Quand l'utilisateur accède à sa librairie, il accède à une application uniquement. Par exemple, ici, un tableau de bord de pilotage des ventes qui me présente un certain nombre de pages, des liens qui me permettent ensuite de me diriger vers un certain nombre de pages. Et lorsque l'utilisateur revient sur sa page d'accueil, c'est uniquement cet item, cette application auquel il a droit. Ça peut être très intéressant, notamment en mobile. On ne veut pas, lorsque l'utilisateur se connecte, qu'il ait accès à une quinzaine de rapports. Lorsqu'il accède à son appli mobile, il a uniquement cette application, avec donc un système de liens qui lui permet d'accéder à différentes pages. Donc tout ça, ça se pilote avec Workstation. On crée les applications, on crée les pages d'accueil librairie quelque part avec Workstation, et on donne accès simplement en ajustant la sécurité pour savoir quel groupe d'utilisateurs aura accès à telle ou telle application. Un autre avantage de librairie, outre le fait qu'on peut organiser son contenu à sa guise, c'est plein de fonctions qui sont dans les portfolios, dans les dossiers, qui ne sont pas disponibles dans l'application web historique. Par exemple, reprenons le cas cité précédemment, la fenêtre de filtre flottante. Lorsque l'utilisateur accède à son dashboard, là vous voyez que dans Librairie, l'espace est maximum, il n'y a pas de menu à droite et à gauche, l'espace de visualisation a été rempli au maximum, et donc la fenêtre de filtre est accessible en mode flottant. On active la fenêtre de filtre uniquement lorsque le besoin de changer de mois, de changer de région apparaît. Lorsque l'on clique à côté, la fenêtre de filtre disparaît. Et le filtre est rappelé systématiquement en haut de l'écran pour avoir toujours le contexte en visuel. Un autre avantage de Librairie, c'est la mémorisation automatique de la dernière position. Par exemple, notre utilisateur s'intéresse aujourd'hui à la région Bretagne. Il applique le filtre. Lorsqu'il quitte ce dashboard, il l'ouvre quelque temps plus tard, lorsqu'il y retourne quelque temps plus tard, sa dernière position est automatiquement mémorisée. Ça, c'est un paramètre qu'il est possible d'activer au niveau du portfolio. Il retrouve bien sa région Bretagne à la prochaine ouverture.
Et ensuite, il dispose d'un bouton réinitialiser qui lui permet de revenir à l'affichage d'origine du portfolio sans mémorisation particulière. Ce qui vient peut-être du nombre de personnes connectées, je ne sais pas. Voilà, je retrouve ma page de KPI. Encore un autre bénéfice de voir un dossier, de voir un portfolio au travers de librairies, c'est la fonction des bookmarks, qu'on appelle aussi des signets en français. Un signet, c'est la capacité pour chaque utilisateur de spécifier une vue personnalisée du portfolio sur une page en particulier. Par exemple, j'ai créé un signet qui est ma sélection de points de vente à suivre. Lorsque je clique sur ce signet, je suis immédiatement dirigé sur la page qui m'intéresse, avec uniquement la sous-sélection de points de vente qui ont fait l'objet d'un filtre particulier. Donc, chaque utilisateur peut, à sa guise, alimenter son portfolio, alimenter son dossier avec une suite de signets qui sont autant de pointeurs, autant de marqueurs vers une page en particulier avec une combinatoire de filtres particulière. Ça évite à l'utilisateur, à chaque fois qu'il ouvre son portfolio, comme il le ferait dans le web historique, d'aller sur la page numéro 3 et de modifier ses critères de filtre à chaque fois. On mémorise la page, on mémorise les critères de filtre et on mémorise éventuellement les manipulations type les drills qui auront pu être faits sur cette page-là. Donc, c'est la mémorisation de différentes positions que l'on fait au travers des signets. Et puis, dans librairie, il y a aussi des fonctions comme tout simplement l'export Excel, qui n'existe pas dans le portail web historique. On peut exporter un portfolio en Excel, auquel cas, chaque visualisation sera exportée sous la forme d'une grille séparée dans un onglet Excel différent. Donc, si vous avez par exemple un portfolio avec 2 pages, et sur chacune de ces 2 pages, vous avez 3 visuels, l'export Excel automatisera la génération d'un fichier avec 6 onglets, et sur chaque onglet, vous aurez la visualisation tableau de chacune des 6 visualisations. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans l'application web historique. Puis vous avez aussi la possibilité de vous abonner. La fonction d'abonnement vous permet de choisir le format de sortie, format Excel ou format PDF, de choisir les pages qui vont être exportées dans le PDF, toutes les pages ou seulement une sous-sélection, vous permet de paramétrer votre PDF, les pieds de page, les hauts de page, l'affichage des sommaires ou non, et vous permet de choisir le moment auquel vous allez recevoir ce PDF ou ce fichier Excel, avec les déclencheurs basés sur le temps ou basés sur événement. Donc tout ça est disponible de façon très simple, de façon très commode, dans le menu, dans l'icône de partage qui est ici en haut à droite. Et puis enfin, librairie, c'est aussi la seule interface qui permet d'ouvrir la partie collaboration. Il nécessite une licence particulière, une licence supplémentaire, avec juste ce module-là. La partie collaboration permet à différentes personnes, différents acteurs d'échanger sur les données en taguant éventuellement certaines personnes. Là, vous voyez le arrobas suivi de nom. Lorsque vous écrivez un commentaire, vous pouvez faire précéder votre commentaire d'une personne en particulier qui sera notifiée sur son interface librairie avec la notion qu'il y a quelque chose à faire. Donc, dans le commentaire, vous pouvez notifier une personne, vous pouvez aussi passer le contexte de votre analyse. Par exemple, j'ai écrit un commentaire le 9 janvier où j'ai tagué ma collègue Jessica, où je lui ai dit que les résultats étaient en baisse pour la région Île-de-France. Jessica, en lisant mon commentaire et en cliquant ici, va pouvoir restituer exactement la vue des données que j'avais au moment de faire mon commentaire. En un seul clic, le contexte global est restitué immédiatement. Et ensuite, on peut annuler pour revenir à l'affichage d'origine. Donc, toutes ces fonctions-là, les fonctions de commentaires privés ou commentaires publics ou discussions privées, puisqu'il existe maintenant une notion de discussion privée à l'intérieur de cette trame de collaboration qui permet de limiter le nombre de personnes qui auront accès à l'échange. Les fonctions d'export Excel, les fonctions d'abonnement, la fonction des bookmarks, tout ça, c'est spécifique à l'interface librairie. Alors, à l'origine, au début de la mise en place de ce nouveau portail, librairie avait été pensée comme étant une interface de consommation. On visait les consommateurs seulement. Et puis, progressivement, au fur et à mesure des updates, sont arrivées les fonctions d'édition. Donc, il est maintenant possible, si l'utilisateur en a les droits, de faire un clic droit
de sélectionner « Éditer » et toutes les fonctions que vous connaissez de construction de portfolio, donc tous les outils, l'accès aux différentes visualisations, l'accès au sélecteur, l'ajout de zones de texte, d'images, enfin, tout l'outillage habituel de construction des dossiers et portfolios est maintenant intégré dans l'interface librairie. Et depuis les updates les plus récents, on peut aller encore un petit peu plus loin avec les fonctions de création depuis librairie à l'aide du bouton plus qui est ici. Toujours en fonction des droits, bien sûr, attribués à l'utilisateur. Alors pour cette partie-là, je vais laisser Ludivine prendre la main. Ludivine, c'est à toi. Merci beaucoup Thierry. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'expliquait Thierry, vous avez sans doute observé qu'au début, MicroStratégie Librairie était une interface principalement de consommation. Comme Thierry l'a expliqué, ensuite on a pu éditer. Et maintenant, dans les dernières versions, on a maintenant la possibilité de créer du contenu. Donc ça va se faire via ce bouton créer en haut à droite. Et vous avez deux options, créer un portfolio ou créer un rapport. Donc, je vais commencer par la création de portfolio. Ici, dans cette fenêtre, vous avez deux onglets. Un premier onglet « Ajouter des données » et un deuxième onglet « Sélectionner un modèle ». Tout d'abord, vous sélectionnez le projet dans lequel vous voulez choisir vos données et également enregistrer ensuite le portfolio. Donc là, je vais rester dans MicroStratégie tutoriel. Pour les jeux de données, j'ai la possibilité de choisir entre jeux de données et rapports. Donc, jeux de données, ça peut être des cubes intelligents créés sur la couche sémantique ou des jeux de données issus de l'import de données. Et vous retrouvez également les rapports, donc les objets rapports, les grilles que vous connaissez. J'ai la possibilité de rechercher via une recherche. Comme vous voyez ici, je peux filtrer. Et je peux également filtrer sur le contenu certifié si je le souhaite. Alors, ah non, c'est sur les jeux de données, ici, où je retrouve mes jeux de données certifiés. On a la possibilité également de passer d'une vue à plat, comme vous le voyez ici, à une vue hiérarchique qui va vous permettre de naviguer à travers les différents répertoires que vous connaissez. Donc, par exemple, dans les objets publics, je vais aller dans mes rapports pour sélectionner le jeu de données qui m'intéresse. Donc ici, je vais prendre les données commerciales. Donc une fois que j'ai sélectionné un ou plusieurs jeux de données, je peux ensuite aller sur le deuxième onglet, sélectionner un modèle, où je vais pouvoir travailler soit d'un tableau de bord vierge, donc un portfolio vide, ou je vais pouvoir sélectionner un des templates qui est mis à ma disposition. Donc avec le dernier update, l'update 8, la création de portfolio va être facilitée par la mise à disposition de bibliothèques, de modèles ou de templates, comme vous le voyez ici. Et donc là, je vais sélectionner celui-là et cliquer sur Créer. Donc ces templates vont bien sûr en général être adaptés à la charte graphique de l'entreprise. Ils peuvent contenir un logo, des différents fonds d'écran, des graphiques préconfigurés ou même déjà des jeux de données. Donc là, c'est moi qui ai sélectionné mon jeu de données, mais on pourrait tout à fait avoir des templates qui contiennent déjà des jeux de données et on pourrait avoir des templates différents en fonction des différents profils d'utilisateurs. Par exemple, des templates pour le marketing, pour les ventes, pour les ressources humaines. Et bien sûr, grâce à la sécurité, les personnes ne verraient que les templates qui ont été préparés pour eux. Donc ensuite, à partir de ces templates, on va voir que c'est vraiment facilité puisque l'utilisateur n'a plus qu'à glisser, déposer les différents axes et indicateurs. Donc là, je vais faire quelques manipulations. Par exemple, donc là, j'ai le jour, je vais créer un attribut mois à partir de ce jour. Donc, si vous connaissez cette option, on a la possibilité de dériver des attributs temporels à partir, par exemple, de la date. Donc là, je vais juste le renommer, je vais l'appeler mois. Et je vais également créer un indicateur pour pouvoir comparer mon CA par rapport à mon budget. Donc là, je vais faire un clic droit sur revenu forecast pour pouvoir savoir utiliser une fonction qui est proposée. Ici, revenu moins forecast divisé par forecast. Et je vais tout simplement les insérer dans mon graphique. Donc moi en horizontal et ma nouvelle mesure en verticale.
Et donc là, vous voyez, en quelques clics, j'ai pu créer ce graphique. Ici, en dessous, je peux modifier le titre. Je vais dire ici, je veux plutôt un graphique qui va me montrer l'évolution par rapport à l'année précédente. Et de la même manière, je vais créer mon indicateur revenu par rapport à N-1 et je vais très simplement glisser mon mois et mon indicateur dans ce graphique. Un dernier exemple, un indicateur du type KPI. Donc, quand je clique sur ma visualisation préconfigurée, je vois quels éléments sont nécessaires. Donc là, je vais tout simplement choisir nombre de clients et je voudrais une tendance par mois. Donc, on voit le graphique en quelques clics qui est créé en fonction de mon besoin. Je peux de la même manière ajouter des éléments dans le panneau de filtre. Donc ici, par exemple, je vais prendre ma catégorie et je vais ajouter mon filtre sur la catégorie. Je peux ensuite enregistrer, une fois que j'ai terminé mon portfolio, soit dans les rapports partagés, soit dans mes rapports. Et je retrouverai mon portfolio dans ma librairie. Donc, je le retrouve ici. Si vous voulez visualiser le contenu que vous avez créé, vous pouvez aller sur « Mon contenu ». Donc, comme on l'a vu, ces modèles qui sont maintenant disponibles vont permettre de réduire l'effort pour les utilisateurs, mais aussi pour l'équipe BI, et ils vont faciliter l'adoption en rendant la création de tableaux de bord plus simple. Comme on l'a vu, l'utilisateur n'a plus qu'à glisser, déposer ses axes, ses indicateurs et ajouter ses critères de filtre. Si vous le souhaitez, je reviens rapidement sur la création de portfolio. Vous avez aussi tout à fait la possibilité finalement d'ignorer ces étapes et de tout simplement cliquer sur portfolio vide, ce qui correspond à ce qu'on avait précédemment. Et donc là, on part de zéro, on va chercher les jeux de données et on va nous-mêmes créer le layout de notre tableau de bord. Donc voilà pour la partie portfolio. Maintenant, on va voir les rapports, la création de rapports. Donc, de la même manière, ici, je vais cliquer sur « Plus », créer un rapport. Je sélectionne mon projet et j'accède à l'interface de création de rapport. Je vais pouvoir naviguer dans mes différents répertoires de mon projet. Et je peux utiliser la zone de recherche. Alors, elle est vraiment très intéressante. Alors là, tout simplement, je vais retrouver ma marge que je vais aller positionner dans les mesures, donc en colonne. Mais regardez pour la région, ici je vois dans les résultats que j'ai 15 indicateurs, 15 mesures, 2 attributs, 14 filtres, 3 invites. Donc on va pouvoir, juste en cliquant sur le type d'élément qu'on recherche, par exemple l'attribut, filtrer. Et donc là, je peux retrouver très facilement ma région et la positionner dans les lignes de mon rapport. Je vais aller également chercher le manager pour chacune des régions. Et comme vous le savez sans doute, si vous avez créé des rapports en web ou avec développeurs, on a cette notion de page by, donc qui permet de mettre des éléments en rupture. Je peux ensuite définir mes critères de filtre. On a les filtres de rapport qui vont être appliqués au moment de la génération du SQL dans la clause where et les filtres de vue qui permettent d'appliquer des filtres après la génération du SQL. Ici, je vais créer une qualification, un filtre sur mon jour. Donc, on peut filtrer sur un certain nombre d'éléments si on le souhaite, ou choisir de filtrer sur l'ID, ce qui va nous permettre de… donc, on va choisir l'opérateur, ici inférieur ou égal à, puis la valeur. On peut bien sûr choisir une date, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir une date dynamique en cliquant sur le petit texte bleu. Là, l'idée, c'est de pouvoir par exemple, filtrer sur le premier jour du mois ou le dernier jour de la semaine de façon dynamique en fonction de votre besoin. Donc, vous avez ces options à votre disposition et vous retrouvez en bas un aperçu qui permet de s'assurer que vous avez sélectionné les bons éléments. Donc, voici mon filtre sur la date.
Donc là, vous voyez, on ne voit pas les données. On va pouvoir à tout moment aller générer la requête pour afficher les données. Donc, on retrouve ici le résultat avec la catégorie en page by, donc avec la possibilité, un peu comme un sélecteur, de modifier la catégorie et on retrouve les résultats. À tout moment, on peut basculer en vue SQL pour visualiser le SQL qui est généré par ce rapport. On retrouve les informations classiques, hein, durée de génération, le nombre les tables accédées, etc. Ce qui est vraiment intéressant ici par rapport à ce qu'on peut avoir notamment en web ou dans développeur, et tout ça, vous le retrouverez dans Workstation de la même manière, c'est la possibilité de faire une recherche sur un champ, donc par exemple sur une colonne en particulier ou sur une table, et comme vous voyez, c'est surligné en jaune de façon très claire dans le SQL du rapport. On peut enrichir les filtres avec d'autres critères. Donc ici, par exemple, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir les 2 managers qui ont les meilleurs résultats par région. Donc là, je peux faire un filtre sur un rang, sur un classement par rapport à ma marge, et je souhaite donc non, c'est pas là, c'est donc le top 2 de mes vendeurs par région, donc je vais de mes managers, pardon. Donc là, je choisis manager et par catégorie, donc je vais rajouter la notion de catégorie en rupture. Donc là, mon rapport va être mis à jour en fonction de mon nouveau filtre, une fois que j'ai appliqué. Et comme vous le voyez, comme on a... Alors là, je vais changer la catégorie. Comme vous le voyez, ici, comme on a plusieurs conditions, on a la possibilité de choisir entre et ou. Et également, on peut sélectionner non si on veut exclure la deuxième condition. Et si on rajoute encore un critère de filtre, là, on va retrouver une arborescence pour, en fait, un peu comme une équivalent d'un système de priorisation qui va voir dans quel ordre on gère les différents critères de filtre. On peut à tout moment revenir en mode pause, ce qui fait que, en fait, on va pouvoir ajouter des mesures ou d'autres éléments sans déclencher la requête. Ça, c'est assez intéressant, notamment quand on a des gros volumes de données. On veut apporter un certain nombre de modifications à notre rapport et pas forcément tout exécuter en live. Donc, on met en pause et une fois qu'on a fait les modifications, on réexécute la requête. Au niveau de la mise en forme, vous allez retrouver un certain nombre de fonctions assez classiques des rapports, mais aussi des fonctions plus modernes qui sont finalement qui ressemblent beaucoup à celles qu'on peut retrouver dans les portfolios. Donc on a un mix. Donc bon là, par exemple pour la mise en forme, on va retrouver des éléments comme l'activation des bandes pour une meilleure lisibilité, l'activation du mode contour pour avoir une vue un peu hiérarchique où on va pouvoir faire un plié, déplier des éléments en fonction de ce qu'on souhaite voir, la fusion, etc. On peut gérer l'espacement des colonnes. Et différents éléments de mise en forme. Alors, via le menu Fichier, on va pouvoir accéder aux propriétés du rapport. On y retrouve différentes options, tout ce qui est lié à l'ordre d'évaluation. L'analyse et les capacités de drill, est-ce qu'on veut activer l'analyse libre? Et ce qui s'appelle propriété avancée, c'est ce que vous connaissez sans doute sous le nom de VLDB. Donc, c'est exactement la même chose, ça a juste changé de nom. Et ici, encore une fois, on retrouve la fonction de recherche qui est intéressante et qui permet, par exemple, là, vous cherchez les VLDB liés aux jointures, vous pouvez les retrouver très facilement. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que quand vous avez fait une ou plusieurs modifications, avant de valider, vous pouvez visualiser uniquement les VLDB que vous avez modifiés avant de valider. Vous allez ensuite pouvoir enregistrer soit dans mes rapports, soit dans les rapports partagés.
Et dans les deux cas, le rapport sera automatiquement déployé dans votre librairie, comme vous le voyez ici. Alors ici, je clique dessus pour pouvoir l'exécuter, pour vous montrer en mode consultation à quoi ressemble le rapport. Et ensuite, vous avez accès aux options, notamment d'export vers Excel ou PDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rapports peuvent être utilisés soit tels quels ou, comme on l'a vu précédemment, comme jeu de données pour créer des portfolios. Alors, maintenant, je vais vous présenter une nouvelle option qui est le fait de pouvoir changer la langue directement dans Librairie. Donc, avant, la langue de l'interface était liée à la langue du navigateur. Là, depuis la dernière version, on a maintenant la possibilité, via le petit icône en haut à droite, d'aller vers les préférences et de changer la langue de l'interface. Donc, vous pouvez changer ici et ensuite, dès que vous allez vous reconnecter, les changements seront appliqués. Donc, comme vous le voyez ici, les différents menus, tout ça est traduit en fonction de la langue que vous avez sélectionnée. Ça, c'est notamment intéressant pour des clients qui sont dans des environnements multilangues et qui ont besoin de changer régulièrement la langue de l'interface. Alors, nous allons maintenant parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est l'introduction des grilles transactionnelles dans les portfolios. Donc, vous voyez ici, on est sur le site qui s'appelle demo.microstrategy.com. C'est un site public auquel vous pouvez tous accéder, donc via en tapant cette URL et ensuite en vous connectant en tant qu'invité, donc login as guest. C'est un site qui permet de visualiser et même de télécharger un grand nombre d'exemples de portfolios. Donc, sur ce site, vous pouvez par exemple, en cliquant sur icône, sur le petit i et ensuite download dossier, télécharger le fichier .mstr que vous pourrez ensuite ouvrir et éditer avec MicroStrategy Workstation ou même le charger sur votre environnement MicroStrategy si vous avez les privilèges pour le faire. Sur ce site, on a un exemple de portfolio qui s'appelle Travel Agency Transactions qui vous permet de découvrir une des dernières nouveautés qui est la possibilité d'ajouter des grilles transactionnelles dans des portfolios. Donc, vous connaissez peut-être les fonctionnalités Transaction Services qui sont disponibles depuis longtemps dans les documents et plus récemment, depuis l'update 7, dans les portfolios sous forme de grilles. Ces fonctionnalités transactionnelles permettent aux utilisateurs de modifier, ajouter ou supprimer des informations directement dans un tableau de bord pour faire, par exemple, de la simulation, ajouter des commentaires ou des valeurs d'objectifs. Donc là, on est dans un exemple où on travaille pour une agence de voyage et on a cette grille en haut à gauche qui contient des informations sur les derniers voyages qui ont été enregistrés, enfin les voyages à venir. Et donc, on voit que certains champs ont un petit icône stylo, ce qui veut dire qu'ils sont modifiables. Donc là, on va commencer par modifier la date de fin. Donc, vous voyez, c'est une zone de texte au format date. On va remplacer la date du 1er mai par la date du 2 mai et le valider. Donc, la zone de texte. Ici, pour le pays, on a la possibilité de choisir dans un menu déroulant différents pays. Donc là, on va changer, on va mettre France et on va valider. Donc là, on a modifié des informations. On a la possibilité de supprimer des lignes en faisant un clic droit, Delete Row. Et en faisant un clic droit en haut à droite de la grille, là, on retrouve les possibilités d'update, d'insertion ou de suppression. Donc là, on va insérer des données. Ça va ouvrir une fenêtre séparée où on va rentrer les différentes informations. Donc là, j'imagine que je suis avec un client et j'organise un voyage. Donc, je rentre les informations directement dans cette interface. La fonctionnalité Transaction Services nécessite la licence serveur transaction et les licences associées. Donc là, j'insère et je valide.
Comme on n'a pas les privilèges pour éditer et configurer sur le site demo.microstrategie.com, je vais vous montrer un autre exemple sur un autre environnement pour vous montrer comment on peut configurer très simplement une grille transactionnelle. Donc là, c'est un exemple d'un portfolio qui s'appelle « Ajout d'événements » qui a été fait pour un client qui souhaitait donner à ses responsables de magasin la possibilité d'ajouter un événement pour un jour donné, un événement qui a lieu à proximité de leur magasin, pour pouvoir ensuite les analyser au moment d'analyser l'évolution des ventes. Donc là, j'ai pu ajouter un événement qui s'appelle « Neige », le fait qu'il y ait de la neige. Et donc, on voit en dessous, dans la grille du dessous, qu'on a une sorte d'alerte qui nous dit qu'il y a eu de la neige ce jour-là. Et on peut également le visualiser sur le graphique d'évolution à droite. Donc, c'est pour montrer qu'on peut tout à fait… Les données qui ont été insérées sont mixées avec mes données de vente. Donc là, je vais en mode édition pour vous montrer comment ça a été configuré. Donc, il faut une grille de type grille moderne qui contient les informations. Donc ici, on a le magasin, le jour et l'événement. Et je vais, via le clic droit, on va voir qu'on va pouvoir modifier la transaction. On peut aussi mettre des actions en pause, donc ça c'est pour les désactiver temporairement, et également supprimer définitivement les transactions. Donc là, je vais aller sur modifier la transaction. Donc là, à gauche, je retrouve la table qui est utilisée pour la transaction, donc dans laquelle je vais soumettre, insérer, supprimer des données. Et les champs de la table que j'ai sélectionnés, je vais devoir les mapper avec les différentes colonnes de ma grille, donc de ma grille moderne que j'ai dans mon tableau de bord. Ensuite, vous voyez qu'en haut, on a différents menus. Donc là, je suis dans mise à jour des données et je peux visualiser le SQL, c'est un update. Ensuite, si je vais sur l'insertion de données, je peux visualiser et même modifier le SQL. Donc là, on a un insert into dans la table. Et enfin, la suppression, un delete from. Donc là, il y a aussi la possibilité de modifier directement le SQL qui est généré par les différentes actions. En haut à droite, je vais pouvoir définir si je veux demander une confirmation à l'utilisateur, quelles sont les actions sous-jacentes, rafraîchissement du portfolio. Donc là, il faut que les données soient en direct, enfin en live et pas in memory ou ne rien faire. Et le dernier point, c'est le message que l'on souhaite afficher pour l'utilisateur après la soumission. En bas de la fenêtre, en cliquant sur « Entrer la configuration », là, on va devoir définir le type de données de chacun des champs. Ça, c'est très important pour que ça fonctionne. Est-ce que les champs sont modifiables ou non? Donc, le magasin n'est pas modifiable ici puisqu'il est hérité du profil de l'utilisateur. Et enfin, le type de contrôle, est-ce qu'il s'agit d'une zone de texte ou une liste déroulante? Et est-ce qu'on souhaite aussi plus de précision sur le type d'input qui est rentré, donc la longueur minimale, longueur maximale et le type de format, par exemple une adresse email ou un numéro de téléphone. Donc voilà, comme vous voyez, c'est simple à mettre en place et il y a plein de cas d'usage très intéressants. Donc là, on a vu insertion d'événements. On peut, récemment, j'ai discuté avec un client qui souhaitait donner à disposition de ses franchisés en magasin la possibilité d'entrer des objectifs de vente. Et on a bien sûr aussi un besoin assez fréquent qui est le fait de rajouter des commentaires sur des valeurs d'indicateurs. Donc tout ça peut maintenant être fait dans des dossiers grâce aux grilles transactionnelles. Alors maintenant, je vais vous présenter Insights, qui est la dernière nouveauté sur Librairie, qui est accessible sans licence additionnelle, donc avec la licence consommateur, Reporter. Et comme l'a dit Thierry en introduction, c'est réservé pour l'instant à nos clients cloud. Cette fonctionnalité, vous pouvez y accéder via ce site qui s'appelle demo.microstrategie.com/microstratégie librairie insights/app. Donc ça, par contre, contrairement à l'autre, ce n'est pas un login invité. Donc là, je vais vous montrer. Donc je me déconnecte. Donc le login, c'est Insights et le mot de passe, c'est démo en minuscule 1, 2, 3, 4, 5. Donc, MicroStrategy Insights,
est une nouvelle fonctionnalité qui va permettre un suivi simplifié et personnalisé des principaux indicateurs que vous souhaitez suivre. Donc, plutôt que d'aller vous connecter à différents tableaux de bord pour suivre l'ensemble des indicateurs qui vous intéressent, vous allez pouvoir les visualiser sur une page unique, une sorte de cockpit. Donc là, je vais lancer le tableau de bord qui s'appelle Retail Insights. Donc là, ça pourrait être n'importe quel portfolio qui contient des indicateurs qui m'intéressent. Alors, il faut que ces indicateurs soient sous forme de widget KPI, comme on le voit ici. Et donc là, je vais pouvoir dire, je veux suivre cet indicateur. Donc, je fais un clic droit en haut à droite et ajouter à Insights. Donc là, sur le site de démo, ils ont déjà été ajoutés. Et donc ici, je vais pouvoir modifier le nom, donc, puisque en fonction des critères de filtre que vous avez définis dans le panneau de filtre, l'indicateur va être impacté, donc vous pouvez changer le nom. Et ici, on voit qu'au niveau des seuils, on peut le mettre en standard ou en inversé en fonction de la pertinence. Donc là, je ne vais pas pouvoir l'ajouter, c'est vraiment pour vous montrer comment ça s'ajoute. Donc, on va maintenant accéder à notre cockpit d'indicateur en cliquant en haut sur l'icône bleue, enfin l'icône de votre librairie pour afficher le panneau de gauche et ensuite sur Insights. Sur cette page, je vais retrouver tous les indicateurs que j'ai ajoutés à Insights sous forme soit de mosaïque, soit de liste. Vous voyez, les deux options sont possibles. Et une fois l'indicateur ajouté à Insight, MicroStrategy va exécuter des modèles avancés pour repérer des tendances et des valeurs aberrantes. Il faut 30 jours d'historique pour que le moteur d'intelligence artificielle Insight puisse découvrir une tendance. Et ensuite, les valeurs des KPI vont être enregistrées toutes les heures. Donc, pour ces différents indicateurs qu'on voit ici, on va pouvoir visualiser très rapidement les tendances et les outliers. Donc ici, je vais cliquer sur Total Orders by Hour, donc le nombre total de commandes par heure. Sur un premier onglet, je peux voir les tendances pour différentes périodes, donc un jour, une semaine, un mois, un trimestre, et voir l'évolution. Donc là, vous n'avez pas besoin de créer un graphique et un portfolio. Tout ça, c'est conçu automatiquement à partir du moment où vous avez ajouté votre indicateur à Insights et que vous avez suffisamment de données. Et ensuite, ici, sur la droite, vous retrouvez des informations, l'indicateur, le tableau de bord, le dossier dans lequel vous l'avez ajouté, et les critères de fit. Donc là, on est sur toute région, tout produit, mais vous pourriez très bien avoir des insights par catégorie de produits, par exemple. Et dans l'onglet Insights, alors vous retrouvez, là on voit qu'il y a 6 insights, donc là on en voit l'un d'eux. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une régression linéaire, de voir un peu quelle est la tendance. Et vous avez la phrase en haut du graphique qui est générée par du Natural Language Generation qui décrit un peu justement cette tendance. Ensuite, vous avez également le bouton en haut à droite qui permet de visualiser les différents insights qui ont été générés pour ces différents indicateurs. Et donc là, on va pouvoir y voir des outliers, donc des valeurs aberrantes qui ont été détectées. Donc là, par exemple, si je descends, donc là pour les nombres de clics, le point rouge, c'est à ce moment-là, c'était considéré comme une valeur aberrante. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc là, je peux, en cliquant dessus, ça m'ouvre ma fenêtre de tendance. Et donc là, je peux afficher la période qui me permet de voir si finalement, est-ce que c'était vraiment une valeur aberrante ou si cette valeur s'inscrivait dans une évolution qui a du sens et qui s'est confirmée par la suite. Donc voilà, donc MicroStrategy Insights, c'est une nouvelle fonctionnalité vraiment très prometteuse, je dirais, qui permet un suivi simplifié et personnalisé des principaux indicateurs que vous souhaitez suivre et de pouvoir donc visualiser très rapidement les évolutions et les anticiper. Donc, je vais redonner la main à Thierry qui va finir cette présentation sur la partie Workstation.
Merci Ludivine. Bon, c'était très complet. Création de portfolio à partir de modèles, création de rapports dans librairie, grille transactionnelle, nouvelle fonction Insights qui permet de personnaliser une page d'accueil avec les KPI à suivre. Bon, je pense que vous l'avez compris, si on veut un micro-stratégie moderne, tout se passe autour de librairie. Librairie devient totalement incontournable aujourd'hui dans l'offre micro-stratégie. Il n'y a plus vraiment beaucoup de raisons finalement d'utiliser le portail web le legacy, on pourrait l'appeler comme ça. Peut-être la fonction historique. La fonction historique n'est pas encore dans librairie, donc elle peut peut-être justifier l'usage encore de l'ancien portail web, mais sinon, vous l'avez compris, toute l'innovation se porte aujourd'hui sur librairie. Donc c'est un mouvement de toute façon qu'il faut faire à court ou à moyen terme. J'aimerais terminer cette présentation par l'autre tendance. Il y a le web derrière librairie, et l'autre tendance, c'est pour les administrateurs cette fois, c'est l'utilisation de Workstation. Workstation a pour vocation de devenir l'outil d'administration unifié. Et donc, les outils que vous utilisez aujourd'hui, qui existent depuis longtemps chez MicroStrategy, développeur, object manager, command manager, license manager, sont déjà quasiment tous intégrés dans Workstation, et les autres auront vocation à l'être aussi. Donc, je vais reprendre un tableau que j'avais présenté dans le précédent Tech Series, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas présents, pour rapidement faire un panorama de ce qui est possible dans Workstation vis-à-vis de développeurs. Déjà, il y a tout ce qui est administration des environnements. Donc, avec Workstation, là, on parle du dernier update, bien sûr, de l'update 8, vous pouvez faire tout ce qui est gestion des utilisateurs et des groupes, gestion des rôles et des filtres de sécurité, gestion des modes d'authentification, intégration avec les annuaires LDAP et les systèmes de single sign-on, tout ça c'est dans Workstation, et même le suivi de l'utilisation des licences, ce qui n'existe pas dans Développeur. Il existe le License Manager qui produit un simple rapport HTML statique, mais dans Workstation, vous avez quelque chose de beaucoup plus dynamique, c'est comme un dashboard qui permet de suivre l'utilisation des licences par groupe, par module, de façon beaucoup plus commode. Dans Workstation, vous avez aussi tout ce qui est paramétrage serveur et projet, avec des choses qui sont uniques à Workstation. Par exemple, l'application des paramètres en un clic. Vous pouvez, dans un fichier externe, implémenter tous vos paramètres et vous avez un système d'import-export qui permet de les appliquer en un seul clic. Donc ça n'existe pas du tout dans Développeur. Et depuis l'année dernière, depuis les tout derniers updates, il existe une fonction de comparaison automatique du paramétrage entre deux environnements ou entre deux projets, que je vous montre juste après, qui est bien pratique. Et puis, la livraison d'objets par package, elle est maintenant disponible dans Workstation. Donc, l'Object Manager que vous connaissez depuis longtemps existe toujours, bien sûr, mais toutes les fonctionnalités de livraison d'objets entre environnements, donc par package, sont maintenant totalement pilotées par Workstation, et c'est beaucoup mieux que l'Object Manager que vous connaissez, puisqu'on a maintenant une console de monitoring générale. Là aussi, je vous la montre juste après, et on en aura terminé avec cette session. Le monitoring est aussi présent dans Workstation, monitoring des cubes chargés, monitoring des connexions utilisateurs, des tâches qui sont en cours d'exécution. Là encore, l'idée, ce n'était pas juste de reprendre ce que faisait Développeur, mais de le faire mieux. Donc, une interface beaucoup plus modulable avec des filtres qui permettent d'avoir une vision plus dynamique de ce qui se passe en temps réel sur la plateforme. Et le monitoring de l'état des services, c'est-à-dire dans toute l'architecture MicroStrategy, vous avez plein de microservices. Vous pouvez maintenant, avec Workstation, suivre leur état pour savoir lesquels sont démarrés ou non. Workstation, c'est aussi l'administration des projets, la connexion aux sources de données, la sécurité sur les objets, les politiques de rafraîchissement des cubes, peu importe que ce soit des cubes basés sur la couche sémantique ou des cubes basés sur des données importées, vous pouvez piloter les deux avec Workstation, ce qui n'est pas le cas de Développeur. La création d'objets programmes, la création d'abonnements se fait aussi dans Workstation, avec en plus la possibilité de faire du multi-contenu. Ça, ce n'était possible ni avec l'ancien web, ni avec le développeur. Multi-contenu, c'est-à-dire automatiser l'envoi d'un mail qui va par exemple contenir 3 PDF provenant de 3 documents ou de 3 portfolios différents. Ça, c'est unique à Workstation. Et puis, bien sûr, tout ce qui est librairie, toute la gestion des pages d'accueil librairie dont on a parlé en début de session, ça fait aussi avec Workstation. Et enfin, Workstation, c'est la création des objets. Donc, tout objet de la couche sémantique, attributs, faits, mesures, invite, filtre, vous retrouvez tout ça dans Workstation, avec des interfaces qui ont été repensées pour minimiser le nombre de clics. La création de cubes sur la couche sémantique, c'est dans Workstation. La création de rapports, là, on l'a vu aujourd'hui avec Ludivine, vous pouvez créer des rapports dans librairie, vous pouvez aussi les créer en Workstation, même des rapports en SQL Freeform.
Vous savez, ce sont ces rapports où vous tapez le SQL vous-même, hein, ce sont des rapports SQL libres. On peut créer des documents, on peut créer des datasets sur des données importées, on peut bien sûr créer des dossiers et des portfolios, on peut créer des hypercards. Workstation, c'est la seule interface qui permet de créer des hypercards. Et depuis l'update 8, très récent donc, vous pouvez traduire tous les composants d'un portfolio lorsque vous avez un déploiement sur plusieurs langues. Vous traduisez les mesures, vous traduisez les attributs, les titres, les titres des visualisations, les titres de page, et tout ça sera rendu automatiquement dans la langue qui est choisie par l'utilisateur, comme l'a montré Ludivine tout à l'heure. Dans Librairie, on choisit sa langue, ce qui permute automatiquement tous les composants d'un portfolio dans la langue correspondante. Donc ça, c'est tout nouveau avec l'update 8. Donc pour terminer cette session, je voulais vous montrer deux bénéfices, à mon sens, à utiliser Workstation, au-delà de tout ce qu'on vient de dire ici. C'est, par exemple, pour la partie paramétrage serveur et projet. Dans Workstation, vous pouvez, une fois que vous avez appliqué vos paramètres, exporter la totalité de vos paramètres dans un fichier CSV et ensuite les réimporter sur un autre environnement, par exemple. Et au moment du réimport, vous avez une fenêtre qui vous identifie les différences entre les paramètres que vous importez et les paramètres qui sont actuellement positionnés sur l'environnement. C'est très pratique pour contrôler, pour vous assurer que vous ne faites pas de bêtises en appliquant de nouveaux paramètres. Et vous pouvez décocher ou cocher les boîtes pour confirmer votre changement de paramètre ou non. Toujours dans l'esprit de configuration, dans l'esprit de paramétrage des environnements, vous avez les fonctions de comparaison. Donc là, j'ai deux environnements, Dev et Production, et depuis Workstation, je vais demander de les comparer. On peut en comparer jusqu'à 3. Donc là, je sélectionne mon développement et ma production. Je lance la fonction de comparaison et l'outil va me présenter côte à côte les paramètres de mes deux environnements en mettant en avant les différences. Là, on ne voit que les paramètres qui sont différents entre ma dev et ma prod. Et si je décoche la boîte Show Differences, j'ai là la totalité des paramètres, y compris ceux qui sont similaires entre dev et prod. Et je peux exporter tout ça sous la forme d'un fichier CSV pour pouvoir le réimporter ailleurs. La fonction de recherche est très pratique aussi pour retrouver un paramètre. Vous tapez juste cache et tous les paramètres relatifs au cache apparaissent. Vous tapez juste max pour trouver les settings maximum. C'est bien plus pratique que d'avoir à rechercher les paramètres rubrique par rubrique. Et cette comparaison, donc, vous pouvez la faire au niveau des environnements, mais vous pouvez aussi la faire au niveau des projets. Là, vous avez ici deux projets côte à côte qui sont comparés, et quand vous cochez la boîte de voir les différences, eh bien, vous mettez en exergue uniquement les paramètres qui sont différents entre les deux projets. Donc ça, c'est un gros bénéfice, à mon sens, par rapport à ce qu'on pouvait faire avec développeurs. Et puis, une des dernières nouveautés apportées par Workstation, c'est la gestion des packages. On a maintenant dans Workstation une partie qui s'appelle migration, pour Migration Package. Avec le bouton plus, vous pouvez créer un nouveau package, donc directement dans Workstation. Vous choisissez votre environnement source et vous allez ajouter des objets à votre package, comme vous le faisiez auparavant avec Object Manager. Donc là, tous les objets du projet sont accessibles par type. On va par exemple s'intéresser à des documents qui ont été créés récemment. Donc je vais filtrer sur les 3-4 documents que je viens de créer. Je vais les ajouter à mon package. Et voilà qui apparaissent. Je gère les conflits potentiels si jamais le même objet existe dans la destination. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le remplace? Est-ce que je garde les deux? Est-ce que je garde le plus récent ou le plus ancien? Et vous avez aussi la gestion des dépendances. Avec un clic droit, vous pouvez ajouter toutes les dépendances de votre document, de votre portfolio, et vous pouvez choisir précisément le type de dépendance que vous souhaitez ajouter à votre package. Donc là, si je laisse tout cocher, toutes mes dépendances seront automatiquement incluses dans mon package. Je peux utiliser le bouton en haut pour gérer les problématiques de conflit entre ACL. Si jamais l'objet existe déjà dans la source, dans la destination, comment est-ce que je gère mes ACL? Donc, comme ce qu'on pouvait faire avec Object Manager précédemment. Et je clique sur le bouton créer et je crée mon package. Une autre façon de procéder, c'est d'utiliser la fonction package projet. Et là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait Project Merge Wizard dans les versions précédentes, où vous faites de la gestion de masse. Vous définissez une politique générale pour tous les objets de votre projet pour pouvoir faire une synchronisation de masse.
et vous pouvez mettre des règles spécifiques pour un objet ou pour un répertoire dans la partie basse. Alors pour créer un package, il y a aussi une autre méthode, c'est que vous partez directement de l'objet que vous souhaitez mettre dans le package. Par exemple, vous cliquez sur « Document » ou sur « Portfolio » et vous allez directement sélectionner dans l'interface où vous avez la liste de vos restitutions les documents, les portfolios que vous souhaitez inclure dans votre package. Tout ça avec un clic droit. Vous l'incluez dans votre package et ils arrivent directement dans l'interface. Enfin, vous avez un troisième type de package, qui est les packages de type administration, dans lesquels vous allez pouvoir mettre des objets d'administration, donc des utilisateurs, des rôles de sécurité, des connexions aux sources de données. Et vous allez pouvoir les transférer de la même façon entre environnements. Un autre avantage de cette nouvelle façon de procéder, c'est que vous avez, ce qui n'existait pas du tout dans Object Manager, une console de gestion des packages. Là, vous avez ici, dans votre interface, une ligne par package. Donc, sur la première colonne, vous avez le nom du package. Sur la deuxième, vous avez son type. Est-ce que c'est un package de type objet, de type administration ou de type global projet? Et vous avez son statut. Le premier package que vous avez dans la liste a été créé, mais il n'a pas été appliqué. Donc, vous avez dans la partie extrême droite la fonction Request Migration qui va exécuter l'application du package sur l'environnement cible. Une fois qu'un package a été créé, vous pouvez donc le migrer. Une fois qu'un package a été migré, vous pouvez le reverser. L'action Request Reverse va générer un package de rollback, si vous voulez, qui va annuler l'application d'un package. Et donc, vous avez cette console comme ça qui vous permet de visualiser sur quel environnement source le package a été créé, sur quel environnement cible le package va être appliqué ou a été appliqué. Donc, ça rend l'administration des projets bien plus simple. On arrive au terme de cette session, ça fait beaucoup d'informations. Donc, je pense que vous l'avez compris, les deux grandes tendances vers lesquelles on essaie de vous amener, c'est pour les utilisateurs, aller vers librairie pour bénéficier des dernières innovations, et je pense que vous en avez eu un inventaire assez complet aujourd'hui. Et puis pour les administrateurs, commencez à utiliser Workstation, si ce n'est pas déjà le cas, puisque c'est à terme l'interface unique d'administration qui va venir remplacer tous les outils que vous connaissez déjà, dont notamment Développeur, qui est très utilisé, je sais, par beaucoup d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention. On vous donne donc rendez-vous le 23 mars pour un prochain Tech Series. On vous enverra l'invitation quelques semaines au préalable avec le sujet sur lequel nous nous serons fixés. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.